Tu n'es pas fatigué parce que les autres te demandent trop. Tu es fatigué parce qu'à force d'être disponible, tu as cessé d'habiter ta propre vie. Voilà ce que presque personne n'ose regarder en face. Il existe une forme d'épuisement qui ne ressemble pas à une crise, ni à une dépression spectaculaire, ni à une rupture visible. Elle avance avec élégance, presque poliment. Elle répond aux messages. Elle sourit au bon moment. Elle entretient les conversations nécessaires. Elle donne des nouvelles, rassure, explique, se rend présente, reste aimable, reste joignable, reste utile. Et pendant que tout semble fonctionner, quelque chose en dessous commence à se retirer. Pas brusquement. Pas dans un geste héroïque. Plutôt comme une lumière qu'on aurait laissé brûler trop longtemps dans une pièce où plus personne ne vient vraiment. Un jour, sans événement précis, certaines voix deviennent trop familières. Les mêmes phrases reviennent avec une régularité presque obscène. Les mêmes plaisanteries, les mêmes attentes, les mêmes demandes implicites. On continue de participer, mais l'on n'est déjà plus tout à fait là. On écoute, mais quelque chose en nous observe l'écoute. On répond, mais la réponse paraît sortir d'un personnage que l'on a porté si longtemps qu'il a fini par emprunter notre visage. C'est souvent à ce moment-là que naît le désir de disparaître. Non pas pour punir. Non pas pour provoquer. Non pas pour être regretté. Mais pour vérifier s'il reste encore quelqu'un derrière tous les rôles que l'on a appris à jouer. Ce désir scandalise parce qu'il n'a pas l'air moral. Il ne se présente pas sous la forme d'une noble résolution. Il surgit comme une lassitude sèche, presque froide. On ne veut plus expliquer. On ne veut plus être compris. On ne veut même plus convaincre qui que ce soit de notre fatigue. On veut simplement retirer sa présence du marché discret, où elle était devenue une monnaie. Car il faut bien nommer ce que beaucoup préfèrent laisser dans le brouillard. Une grande partie de la vie sociale repose sur une économie de l'accès. Celui qui répond vite rassure. Celui qui reste disponible stabilise. Celui qui explique tout évite aux autres l'inconfort de l'incertitude. Et celui qui ne disparaît jamais devient, sans le savoir, une pièce du mobilier affectif d'autrui. Il y a quelque chose de profondément violent dans cette douceur imposée. On ne vous enferme pas. On ne vous ordonne rien. On s'habitue seulement à votre présence comme à une chose acquise. On vous écrit parce que vous répondez. On vous sollicite parce que vous absorbez. On vous confie le trop-plein parce que vous avez donné l'impression de pouvoir tout contenir. Puis, si un jour vous cessez de le faire, le malaise apparaît. Pas toujours sous forme d'accusation directe. Parfois un ton plus sec. Une distance soudaine. Une remarque légère, mais placée avec précision. Une froideur qui prétend ne rien vouloir dire. Le lien se révèle alors dans sa matière véritable. Il n'était peut-être pas fait seulement d'affection, mais aussi d'habitude, de dépendance, de confort psychologique. Ce qui dérange lorsque quelqu'un se retire, ce n'est pas toujours son absence. C'est la perte de prévisibilité qu'il inflige aux autres. Tant que vous êtes lisible, on peut vous situer. Tant que vous réagissez selon les formes attendues, on peut vous interpréter sans effort. Tant que vous donnez accès à vos émotions, à vos justifications, à vos mouvements intérieurs, vous restez administrable. Mais lorsque vous devenez silencieux, un désordre discret s'installe. Les autres ne savent plus exactement où ils se trouvent en vous. Et cette incertitude les force à rencontrer une question qu'ils auraient préféré ne jamais formuler. Avait-il un lien avec vous, ou seulement un accès régulier à ce que vous leur procuriez? Cette question coupe plus profondément qu'elle n'en a l'air. Car elle ne concerne pas seulement les autres. Elle vous concerne aussi. Vous commencez à vous demander combien de vos élans étaient authentiques et combien n'étaient que des réflexes de survie sociale. Combien de fois vous avez appelé cela de la gentillesse alors que c'était de la peur? Combien de fois vous avez nommé fidélité ce qui n'était qu'une incapacité à décevoir? Combien de fois vous avez confondu l'amour avec la maintenance patiente d'un rôle? La conscience, lorsqu'elle devient sérieuse, n'arrive jamais comme une caresse. Elle arrive comme une lumière trop nette sur une pièce que l'on avait volontairement laissée dans la pénombre. C'est ici que le silence commence son travail le plus rude. Au début, il ne ressemble pas à la paix. Il ressemble à une faute. On sent presque physiquement l'obligation de se justifier. Les doigts cherchent le téléphone avant même que la pensée ne soit formée. Une phrase intérieure apparaît. Ils vont croire que je suis froid, ingrat, arrogant, distant. Et cette phrase, si on l'écoute vraiment, révèle une ancienne domestication. On vous a appris que l'accessibilité était une vertu. Que répondre vite prouvait l'attachement.
Que rester présent signifiait être bon. Que s'absenter, même pour se retrouver, contenait déjà quelque chose de coupable. Ainsi, avant même que quelqu'un ne vous accuse, vous reprenez votre poste dans la machine. Mais il faut regarder plus loin. La peur n'est pas seulement de blesser. Elle est souvent plus basse, plus primitive, moins avouable. Beaucoup ne craignent pas tant de perdre les autres que de cesser d'exister dans leur perception. Être oublié, voilà la blessure secrète. Ne plus être convoqué. Ne plus être attendu. Ne plus occuper cette petite place dans l'esprit des autres où l'on se sentait, à défaut d'être aimé, confirmé. Alors on reste. On entretient des conversations mortes. On sourit devant des présences qui nous assèchent. On garde en vie des liens qui n'ont plus de vérité, seulement une continuité. Et peu à peu, par fidélité à cette image sociale de soi, on abandonne le soi qui aurait pu respirer. Ce n'est pas que les relations soient fausses par nature. Ce serait trop simple, donc probablement faux. Le problème est plus subtil. Les êtres humains s'adaptent avec une rapidité inquiétante à ce qui leur est offert sans limite. Donnez toujours votre écoute, et l'on finira par la considérer comme disponible. Pardonnez sans modifier votre distance, et l'autre apprendra inconsciemment que la limite n'était pas réelle. Restez malgré l'épuisement, et votre présence deviendra une promesse tacite. La plupart du temps, personne ne complote. Personne ne se dit « je vais utiliser cet être ». C'est plus inquiétant que cela. Les gens glissent naturellement vers ce qui leur coûte le moins. Et une personne sans frontières apparentes devient, pour l'inconscient des autres, un territoire ouvert. La disparition dérange parce qu'elle réintroduit une frontière sans discours. La colère, elle, laisse encore une prise. Elle donne une scène, une matière, une possibilité de réponse. Elle maintient le rapport. Elle dit encore, je suis là, je te parle, je m'adresse à toi. Le silence, lui, retire la scène. Il ferme la porte sans déposer de dossier sur le seuil. Il ne négocie pas son sens. C'est pourquoi il peut paraître cruel à ceux qui avaient pris l'habitude de vous atteindre à volonté. Non parce qu'il l'est nécessairement, mais parce qu'il les renvoie à une limite qu'il ne contrôle pas. Et l'humain supporte mal ce qu'il ne peut ni expliquer ni réintégrer dans son confort. À mesure que l'on se retire, la perception devient plus dure, presque chirurgicale. Des détails que l'on aurait autrefois excusés commencent à se détacher avec une netteté nouvelle. On voit qui ne venait vers nous que dans l'ennui. Qui avait besoin de notre fragilité pour se sentir plus solide. Qui appelait intimité ce qui n'était qu'un usage régulier de notre attention. On remarque aussi les petites sanctions psychologiques, les silences calculés, les réponses retardées, les plaisanteries qui contiennent une morsure, les froideurs présentées comme de simples humeurs. Tout cela existait déjà. La distance ne l'invente pas. Elle enlève seulement le brouillard affectif qui empêchait de le voir. C'est peut-être pour cela que certains refusent la solitude avec tant d'énergie. Ils disent qu'ils aiment les gens, qu'ils aiment la vie, qu'ils ont besoin de mouvement. Peut-être. Mais parfois, derrière ce besoin de mouvement, il y a une fuite beaucoup plus intime. Il est plus facile de répondre à 10 messages que de rester 10 minutes avec une vérité intérieure qui n'applaudit pas. Il est plus facile de maintenir une identité sociale que d'affronter la question nue. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde, ne m'attend, ne me demande, ne me confirme ? Cette question n'a rien de romantique. Elle ne donne pas immédiatement une réponse lumineuse. Elle retire d'abord les décorations. Et ce retrait peut ressembler à une perte avant de devenir une délivrance. Jung avait compris que l'être humain ne se connaît pas simplement en accumulant des expériences, mais en cessant parfois de se confondre avec les adaptations qui l'ont aidé à survivre. On croit avoir une personnalité. Souvent, on possède surtout une histoire de compromis. Devant certains, on devient plus doux. Devant d'autres, plus drôle. Ailleurs, plus intelligent, plus discret, plus utile, plus dur, plus acceptable. Rien de cela n'est nécessairement mensonge. Mais lorsque ces ajustements se répètent pendant des années, ils durcissent. Ils deviennent une seconde peau. Puis un jour, dans le silence, cette peau commence à démanger. On comprend alors que l'on n'a peut-être pas seulement vécu avec des masques, on a parfois pris soin d'eux comme s'ils étaient notre visage. Le moment dangereux commence lorsque le faux soi cesse d'être nourri. Sans public, il maigrit. Sans demande, il perd son autorité. Sans conversation pour le maintenir en fonction, il tremble. On s'aperçoit que certaines parts de nous n'existaient presque que dans la réponse aux autres. Le conseiller, le rassurant,
le drôle, le disponible, le patient, celui qui comprend tout, celui qui ne dérange jamais, celui qui rend la vie plus facile autour de lui. Et derrière ces figures, une autre présence attendait, moins polie, moins décorative, moins immédiatement aimable. Une présence qui n'a plus envie de traduire son malaise dans une langue acceptable. Une présence qui ne demande pas à être validée, mais à ne plus être trahie. Ce que l'on appelle l'ombre n'est pas forcément une monstruosité cachée. Elle est souvent composée de tout ce qui a été refusé pour rester aimable. La colère que l'on a jugée indigne. Le désir de partir que l'on a appelé égoïsme. L'ambition que l'on a maquillée en modestie. La fatigue que l'on a transformée en serviabilité. L'envie, la jalousie, la dureté, la lucidité, la froideur nécessaire. Toutes ces forces, lorsqu'elles sont expulsées de la conscience, ne disparaissent pas. Elles deviennent souterraines. Elles parlent autrement. Par symptômes, par lassitude, par explosion tardive, par indifférence soudaine, par ce sentiment étrange de ne plus reconnaître sa propre vie. Ce qui n'est pas regardé finit toujours par gouverner depuis l'ombre. Voilà pourquoi disparaître peut devenir une expérience moins sociale que métaphysique. On croit s'éloigner des autres, on se rapproche en réalité de ce qui n'avait plus de lieu en nous. Les premiers jours, peut-être, ne sont qu'un sevrage. On vérifie qui a écrit. On imagine ce que l'on pense de nous. On compose des explications que personne n'a demandées. On éprouve le manque non de la personne, mais du mouvement lui-même. Car beaucoup de communications quotidiennes ne sont pas des liens. Elles sont des excitations régulières qui empêchent la conscience de retomber sur elle-même. Une notification devient une preuve minuscule que l'on existe encore quelque part. Une réponse devient une ration de présence. Une conversation devient un bruit organisé contre le vide. Puis le vide cesse peu à peu d'être seulement vide. Il devient espace. Et cet espace ne console pas, il révèle. On commence à distinguer la solitude de l'abandon. L'abandon dit « Personne ne me voit ». La solitude murmure « Je me vois enfin sans témoin ». Cette différence est immense, mais elle ne se donne pas à ceux qui fuient dès que le silence devient inconfortable. Elle exige une forme de patience presque brutale. Rester là. Ne pas remplir. Ne pas appeler le premier bruit venu pour couvrir ce qui monte. Laisser la conscience reprendre son volume naturel. Il y a des êtres qui ne savent plus ce qu'ils pensent parce qu'ils ont vécu trop longtemps dans les pensées attendues par leur milieu. Pour eux, le silence n'est pas une pause. C'est une insurrection. Et lorsque cette insurrection commence, les relations ne peuvent plus rester exactement les mêmes. Non parce que l'on devient supérieur. Cette illusion serait une autre prison. Mais parce que l'on devient moins facile à posséder psychologiquement. On ne répond plus à toutes les sollicitations avec la même docilité. On ne transforme plus chaque malaise extérieur en responsabilité intérieure. On ne court plus réparer l'inconfort que notre distance provoque chez ceux qui avaient oublié que nous étions libres. Certaines personnes appelleront cela un changement d'attitude. Elles auront raison, mais pas dans le sens qu'elles imaginent. Ce n'est pas que l'on ait changé pour les blesser. C'est que l'on cesse de se blesser pour rester reconnaissable. À ce stade, les réactions des autres deviennent presque instructives. Il ne faut pas les juger trop vite, mais il faut les observer. Celui qui respecte votre silence vous connaissait peut-être au-delà de votre utilité. Celui qui exige immédiatement une explication avait peut-être confondu lien et droit d'accès. Celui qui devient froid vous montre la condition secrète de sa chaleur. Celui qui revient soudain avec insistance ne revient pas toujours vers vous. Parfois il revient vers la fonction que vous occupiez dans son équilibre. Ce discernement est douloureux, car il retire aux relations leur décor sentimental. Mais il donne aussi une liberté terrible. On cesse de prendre chaque attachement pour une preuve d'amour. On commence à voir les transactions invisibles derrière certaines fidélités. Il y a des phrases que personne ne prononce, mais que les comportements répètent. Reste comme avant. Réponds comme avant. Sois lisible. Sois disponible. Ne complique pas la place que je t'ai donnée dans mon monde. Continue d'être celui que je sais atteindre. Le problème, c'est que devenir soi-même commence souvent exactement là où cette demande devient impossible à satisfaire. L'individuation n'est pas une décoration intérieure. Ce n'est pas une amélioration douce de la personnalité. C'est parfois une destruction méthodique de tout ce qui, en nous, n'a vécu que pour éviter l'exclusion. Il faut une étrange cruauté envers ces anciennes formes pour ne plus leur obéir.
Et cette cruauté peut être la première forme honnête de respect envers soi. Plus le silence s'approfondit, plus une vérité difficile se précise. Beaucoup de gens ne cherchent pas réellement la vérité dans leurs relations. Ils cherchent un climat, une continuité, un sentiment de sécurité, quelqu'un qui confirme leur importance, quelqu'un qui les rassure sur leur pouvoir d'être encore nécessaire, quelqu'un qui maintient le décor. Or la vérité, elle, dérange les climats. Elle modifie les places. Elle retire aux anciennes habitudes leur innocence. Elle montre que certaines affections étaient construites sur une dépendance mutuelle à ne jamais se regarder trop clairement. On se distrayait ensemble. On s'occupait l'un l'autre. On évitait, grâce à la conversation, le bruit plus profond de ce qui n'allait pas. Ce n'est pas une condamnation. C'est pire, c'est une reconnaissance. Condamner serait encore rester dans une posture simple. La lucidité n'a pas cette commodité. Elle oblige à voir que l'on a soi-même participé à ces arrangements. On a offert l'accès. On a entretenu l'image. On a parfois préféré être nécessaire plutôt qu'être libre. On a goûté, secrètement, le plaisir d'être attendu, consulté, recherché. On a confondu la fatigue de porter les autres avec la preuve que l'on comptait. Et il y a dans cette découverte une humiliation silencieuse. Elle ne détruit pas par accusation. Elle détruit par précision. Car rien n'est plus difficile à abandonner qu'une prison dans laquelle on avait appris à se sentir important. C'est alors que la disparition cesse d'être un geste dirigé vers les autres. Elle devient une opération intérieure. Une manière de retirer de soi les regards incorporés. Les attentes devenues réflexes. Les voix devenues conscience morale. On ne fuit plus le monde, on retire le monde de l'endroit où il s'était installé en nous sans permission explicite. Et ce retrait fait mal. Il laisse des pièces vides. Des automatismes sans objet. Des phrases qui ne servent plus. Des fidélités qui ne savent plus à qui s'adresser. Pendant un temps, on peut se sentir moins réel. C'est normal. Le personnage perd ses témoins avant que l'être ne retrouve sa densité. La plupart des gens veulent changer sans perdre l'image d'eux-mêmes qui leur permettait d'être acceptés. C'est impossible. Toute transformation sérieuse contient un deuil social. Il faut accepter que certains ne comprennent pas, que d'autres interprètent mal, que quelques-uns préfèrent l'ancienne version, celle qui les arrangeait davantage. Il faut accepter aussi de ne pas corriger toutes les interprétations. Cette abstinence-là est peut-être l'une des plus difficiles. Ne pas se défendre. Ne pas se raconter. Ne pas remettre son intimité sur la table pour redevenir lisible. Laisser l'autre penser ce qu'il peut penser avec les limites de sa propre perception. Il y a une noblesse froide dans ce renoncement. Une noblesse sans spectacle. Peu à peu, on découvre que l'on n'a jamais réellement contrôlé l'image que les autres avaient de nous. On tentait seulement de l'influencer par épuisement. À l'un, notre silence semblera arrogance. À l'autre, maturité. À un autre encore, rejet ou mystère. Le même geste traversera des blessures différentes et recevra des noms contradictoires. Cette découverte pourrait rendre amère. Elle peut aussi libérer. Si la perception d'autrui est toujours mêlée à ses peurs, à ses besoins, à son histoire, alors passer sa vie à vouloir être correctement compris revient à confier sa paix à une foule de miroirs déformants. On peut y perdre des années. Certains y perdent toute une existence. Alors une froideur nouvelle apparaît. Pas une cruauté. Plutôt une sobriété. On cesse de mendier des lectures favorables. On cesse de s'excuser d'avoir une vie intérieure qui n'est pas immédiatement disponible. On cesse de transformer chaque absence en drame et chaque distance en accusation. On devient plus silencieux, mais ce silence n'est plus vide. Il contient une frontière. Il contient une mémoire. Il contient la certitude que l'on peut être présent sans se livrer, aimer sans s'annuler, répondre sans redevenir captif. Cette certitude ne fait pas de bruit. Elle modifie simplement la manière dont on entre dans une pièce, dont on lit un message, dont on accepte ou refuse une invitation. Le monde extérieur paraît presque inchangé. Mais l'ancien mécanisme ne trouve plus sa prise. Et c'est précisément ce que certains sentiront avant même de le comprendre. Ils percevront que quelque chose en vous ne revient plus au même endroit. Que votre disponibilité n'a plus la souplesse docile d'avant. Que vos silences ne sont plus des hésitations, mais des choix. Que votre gentillesse n'est plus une porte ouverte en permanence.
Cela suffira à créer du trouble. Car une personne qui a récupéré son retrait devient difficile à gouverner. Elle peut encore aimer, mais elle n'est plus affamée de reconnaissance. Elle peut encore écouter, mais elle ne se confond plus avec la fonction d'absorber. Elle peut encore rester, mais son départ n'est plus impensable. Et cette simple possibilité change tout. On comprend alors pourquoi la solitude véritable effraie autant. Elle n'isole pas seulement des autres. Elle désorganise le système entier par lequel on se savait exister. Elle demande, si personne n'a besoin de toi aujourd'hui, que reste-t-il? Si personne ne valide ta bonté, es-tu encore bon? Si personne ne te cherche, es-tu encore réel? Si tu ne joues plus le rôle qui t'a longtemps protégé de l'abandon, qui ose apparaître à sa place? Ces questions ne cherchent pas une réponse rapide. Elles travaillent lentement, comme une lame très fine. Elles retirent les explications faciles. Elles rendent suspectes les anciennes évidences. Et surtout, elles empêchent de retourner complètement à l'inconscience. Ce qui devient presque insupportable, ensuite, c'est de constater que les autres ne réagissent pas toujours à votre absence comme vous l'aviez imaginé. Certains ne remarquent rien. D'autres remarquent trop. Quelques-uns reviennent avec une chaleur soudaine qui ressemble moins à de l'amour qu'à une tentative de récupérer une habitude perdue. Il faut beaucoup de lucidité pour distinguer celui qui vous cherche de celui qui cherche seulement la place que vous occupiez dans son désordre. Car on peut manquer à quelqu'un sans être aimé par lui. On peut être regretté comme une fonction, comme une écoute, comme une présence stable, comme une porte toujours entr'ouverte. Et cette distinction, une fois perçue, ne cesse plus de travailler en silence. Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tout le monde. La méfiance serait encore une forme de dépendance, une manière de rester attaché à ce qui nous a blessés. Il s'agit plutôt de voir. Voir sans arranger. Voir sans rendre immédiatement la vérité plus acceptable. Certaines relations ne reposaient pas sur une trahison spectaculaire, mais sur une petite falsification quotidienne. Chacun gardait l'autre dans un rôle où il était plus simple à aimer. L'un devait rassurer. L'autre devait distraire. Un autre devait écouter. Un autre devait toujours comprendre. Ces contrats invisibles peuvent durer des années parce qu'ils ne portent pas leur violence au visage. Ils s'installent doucement, dans les gestes, dans les habitudes, dans cette façon qu'ont les gens de s'offusquer dès que vous cessez d'être exactement celui qu'ils savaient utiliser. Alors vous commencez à entendre autrement. Une phrase banale devient moins banale. Une demande apparemment innocente révèle son poids réel. Un reproche léger montre sa racine. Vous sentez quand quelqu'un ne parle pas à vous, mais à l'image de vous qu'il veut maintenir en vie. Vous sentez quand l'affection devient une pression polie. Vous sentez quand l'inquiétude dissimule le contrôle. Et plus cette perception s'aiguise, plus il devient difficile de retourner dans les anciennes conversations comme si rien n'avait été découvert. La lucidité a cette cruauté. Elle ne détruit pas toujours les liens, mais elle détruit l'innocence avec laquelle on les habitait. C'est là que beaucoup reculent. Ils préfèrent revenir à l'ancien bruit. Ils répondent de nouveau trop vite. Ils réparent ce qu'ils n'ont pas cassé. Ils rassurent ceux que leur silence avait simplement rendu inconfortables. Ils se disent que ce n'était qu'une phase, qu'ils ont exagéré, qu'il vaut mieux être simple, sociable, normal. Mais ce mot, normal, mérite toujours d'être soupçonné. Très souvent, il ne signifie pas vivant. Il signifie seulement acceptable. Et ce que l'on appelle retour à la normale n'est parfois qu'un retour à la captivité avec un meilleur vocabulaire. Le silence, lorsqu'il n'est pas trahi trop tôt, finit par révéler une chose plus difficile encore. Les autres ne sont pas les seuls à avoir profité de votre personnage. Vous aussi. Ils vous protégeaient. Ils vous donnaient une place. Ils rendaient votre présence nécessaire. Être celui qui comprend tout, celui qui reste, celui qui répond, celui qui supporte, cela épuise, certes, mais cela donne aussi une forme de pouvoir discret. On se plaint d'être utilisé, puis l'on découvre avec honte que cette utilité nous rassurait. On voulait être libre, mais on avait peur de ne plus compter si l'on cessait d'être indispensable. Cette découverte est plus humiliante que toutes les déceptions venues des autres. Car elle retire le dernier refuge de l'innocence. On ne peut plus dire simplement « ils m'ont pris trop de place ». Il faut aussi dire « j'ai laissé cette place être prise parce qu'elle me donnait une identité ». Et c'est peut-être à partir de là seulement que commence quelque chose de réel. Non pas lorsque l'on accuse le monde, mais lorsque l'on cesse d'avoir besoin que le monde soit entièrement coupable pour se retirer de lui. La solitude devient alors moins un refuge qu'un laboratoire sans douceur. On y voit la vanité de certains attachements,
mais aussi la sienne. On y voit la peur d'être oublié, la faim d'être reconnu, le plaisir secret d'être regretté. On y voit cette petite satisfaction honteuse qui apparaît lorsque quelqu'un revient après avoir senti notre distance. Rien de tout cela n'est noble. Rien de tout cela n'est exceptionnel. C'est humain, précisément. Et l'humain, lorsqu'il est regardé de trop près, perd vite son élégance. C'est pourquoi la vraie séparation ne consiste pas seulement à s'éloigner des personnes qui nous épuisent. Elle consiste à se séparer de la partie de nous qui avait besoin de cet épuisement pour se sentir nécessaire. Cette phrase est dure parce qu'elle ne laisse pas beaucoup d'échappatoire. Elle oblige à comprendre que certaines prisons tiennent parce qu'elles flattent une blessure. On y souffre, mais on y reçoit une preuve. On s'y perd, mais on y reste quelqu'un. Et beaucoup préfèrent une identité douloureuse à un espace vide où il faudrait se reconstruire sans témoin. Puis quelque chose se simplifie. Non pas la vie. La perception. On cesse d'appeler amour chaque attachement intense. On cesse d'appeler profondeur chaque échange répétitif. On cesse d'appeler loyauté l'incapacité de partir. Certains visages deviennent plus lointains. Certaines conversations, autrefois centrales, perdent leur gravité. On n'a pas besoin de faire une annonce. On n'a pas besoin de couper dramatiquement. Il suffit parfois de ne plus alimenter ce qui ne vivait que de notre effort. Et ce qui tombe alors ne tombe pas parce que vous l'avez détruit. Cela tombe parce que vous avez cessé de le porter. Il reste une tristesse, évidemment. Une tristesse sèche, presque adulte. Celle de comprendre que tout ce que l'on perd n'était pas faux, mais que tout ce qui fut réel n'était pas destiné à rester. Les liens ont parfois une vérité provisoire. Ils nous accompagnent jusqu'à une certaine frontière, puis exigent que nous restions petits pour continuer. À partir de ce moment-là, choisir la fidélité au lien revient à trahir la forme nouvelle de sa propre conscience. Et personne ne peut vous dire quand cette frontière est atteinte. On le sait parce que le corps devient lourd devant certaines présences. Parce que l'esprit se ferme avant même que l'autre ait fini sa phrase. Parce que l'âme, ou ce qui en tient lieu, cesse de consentir. Alors disparaître ne signifie plus fuir. Cela signifie refuser de continuer à se rendre disponible à ce qui exige notre diminution. Il ne s'agit pas de mépris. Il ne s'agit pas de supériorité. Il s'agit d'une précision intérieure devenue non négociable. On peut encore aimer certaines personnes à distance. On peut reconnaître ce qu'elles ont été sans leur rendre le droit de gouverner ce que l'on devient. On peut garder de la gratitude sans rouvrir la porte. Cette nuance échappe à beaucoup, parce qu'ils confondent pardon et réintégration, tendresse et accès, mémoire et obligation. Et peu à peu, une autre forme de présence apparaît. Plus rare. Moins offerte. Moins inquiète de plaire. Elle ne cherche plus à remplir tous les espaces. Elle n'entre plus dans chaque conversation comme dans une dette. Elle n'explique plus son retrait à ceux qui ne voulaient comprendre que pour mieux négocier son retour. Cette présence-là peut sembler froide à ceux qui avaient connu l'ancienne chaleur sans limite. Mais ce qu'ils appellent froideur est parfois simplement la température naturelle d'un être qui ne se brûle plus pour éclairer les autres. À ce point, le monde social prend une forme étrange. On y participe encore, mais avec moins de crédulité. On rit, mais on entend ce qui tremble sous le rire. On écoute, mais on perçoit les demandes cachées dans certaines confidences. On répond, mais sans livrer immédiatement le centre de soi. Il ne s'agit pas de devenir fermé. Il s'agit de ne plus être ouvert par défaut. La différence est immense. Être fermé par peur est une prison. Être ouvert par automatisme en est une autre. Mais choisir son ouverture, voilà peut-être le début d'une liberté qui ne cherche pas à se justifier. La plupart des gens ne comprendront pas cette liberté. Ils la liront à travers leurs blessures. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes devenu distant, difficile, étrange. Ils auront raison sur un point. Quelque chose a changé. Mais ils se tromperont sur la nature de ce changement. Ce n'est pas l'amour qui a diminué. C'est la servitude qui a perdu son prestige. Ce n'est pas votre sensibilité qui s'est éteinte. C'est votre besoin d'être validé par ceux qui profitaient de votre absence de frontières. Ce n'est pas votre humanité qui s'est refroidie. C'est votre peur d'être exclu qui ne gouverne plus chaque geste. Et quand cette peur recule, même légèrement, une existence différente devient possible. Non pas plus spectaculaire. Plus exacte. On ne cherche plus à être présent partout. On ne confond plus silence et disparition définitive.
On ne transforme plus chaque distance en tragédie. On apprend que certains liens respirent mieux lorsqu'ils ne sont pas surveillés. Que certaines vérités ne peuvent apparaître que lorsque la conversation cesse. Que certaines versions de soi ne meurent pas dans la solitude, mais y déposent enfin leur costume. Il n'y a rien à proclamer. Rien à prouver. Rien à publier sur cette transformation. Les métamorphoses les plus sérieuses ne demandent pas de témoins. Elles modifient simplement le rapport au monde. Un jour, on lit un message et l'on ne sent plus l'ancienne panique de répondre immédiatement. Un jour, on entend une phrase culpabilisante et l'on ne se précipite plus pour redevenir agréable. Un jour, quelqu'un interprète mal notre silence, et pour la première fois, on le laisse interpréter. Non par mépris. Par fatigue d'abandonner sa paix à l'incompréhension d'autrui. C'est peut-être cela, au fond, que le retrait enseigne. Non pas comment vivre loin des autres, mais comment ne plus vivre loin de soi. Car il existe une absence bien plus grave que celle que l'on impose au monde, l'absence intérieure de celui qui a tellement répondu aux appels extérieurs qu'il ne reconnaît plus sa propre voix. Et si votre silence dérange, peut-être n'est-ce pas parce qu'il est violent. Peut-être est-ce parce qu'il révèle, sans demander la permission, tout ce que votre présence empêchait les autres de voir. À la fin, on ne revient jamais exactement là d'où l'on était parti. Même si l'on reprend les mêmes chemins, les mêmes conversations, les mêmes gestes sociaux, quelque chose ne se laisse plus reprendre. Une partie de soi a vu trop clairement. Elle a compris que beaucoup de présences n'étaient supportables que parce qu'on ne les regardait pas avec assez de précision. Elle a compris aussi que l'on peut aimer les autres sans leur remettre les clés de son silence. Ce retour n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas besoin d'être annoncé. Il se remarque dans des choses infimes. Une réponse que l'on ne donne plus par peur. Une invitation que l'on refuse sans produire de justification excessive. Une conversation que l'on laisse mourir parce qu'elle ne portait déjà plus rien de vivant. Une ancienne culpabilité qui frappe à la porte, mais que l'on n'invite plus à entrer. Ce sont de petits gestes, presque invisibles. Pourtant, ils déplacent une existence entière. On découvre alors que la solitude n'était pas le contraire du lien. Elle était peut-être la condition d'un lien moins corrompu. Car celui qui ne supporte pas d'être seul entre souvent dans les relations avec une faim qu'il appelle amour, avec une peur qu'il appelle loyauté, avec un besoin d'être confirmé qu'il déguise en tendresse. Il ne rencontre pas vraiment l'autre. Il cherche un témoin, un refuge, un miroir, parfois même une preuve qu'il n'est pas en train de disparaître. La solitude retire cette confusion. Elle ne rend pas forcément meilleure. Elle rend moins disponible au mensonge. Elle oblige à sentir la différence entre être désiré et être utilisé, entre être aimé et être nécessaire, entre être présent et être consommé. Cette différence ne rend pas la vie plus facile. Elle la rend plus exacte. Et l'exactitude a toujours quelque chose de cruel pour les anciennes dépendances. Peut-être est-ce cela que beaucoup appellent froideur lorsqu'ils ne savent pas reconnaître une conscience qui a cessé de se prostituer affectivement. Ils voient une distance, alors qu'il s'agit d'une frontière. Ils voient un retrait, alors qu'il s'agit d'un retour à soi. Ils voient un changement inquiétant, alors qu'il s'agit simplement de la fin d'une disponibilité qui n'avait jamais été interrogée. Il faut accepter que tout le monde ne puisse pas vous accompagner dans cette forme de clarté. Certains ne connaissaient que votre ancien rôle. Ils ne sauront pas quoi faire de votre silence, de votre retenue, de votre refus d'expliquer chaque mouvement intérieur. Ils chercheront peut-être à vous ramener dans le personnage qu'ils comprenaient. Non par cruauté consciente. Par instinct de confort. Les êtres humains défendent souvent les versions des autres qui les rassurent. Mais il arrive un moment où redevenir rassurant devient une trahison. On ne peut pas indéfiniment réduire sa propre vérité pour maintenir intacte l'illusion d'un lien. On ne peut pas passer toute une vie à se rendre lisible pour ceux qui ne supportent pas la profondeur. On ne peut pas continuer à appeler paix ce qui n'était qu'une absence de conflit obtenue au prix de soi-même. Alors on laisse certaines choses s'éloigner. Pas avec haine. Pas avec grandeur. Simplement parce qu'elles ne peuvent plus entrer dans la nouvelle architecture intérieure sans la déformer. On ne ferme pas toujours les portes violemment. Parfois, on cesse seulement de les maintenir ouvertes avec son propre corps. Et c'est peut-être là que commence une liberté plus silencieuse. Une liberté sans slogan, sans victoire apparente, sans besoin d'être comprise. La liberté de ne plus offrir son attention comme une réparation. De ne plus confondre disponibilité et amour. De ne plus prendre la déception des autres pour une faute personnelle.
De ne plus vivre sous la surveillance imaginaire de ceux qui ne savaient aimer que ce qu'ils pouvaient atteindre. Si quelque chose en vous résiste encore à ce silence, écoutez cette résistance. Non pour la calmer trop vite, mais pour découvrir ce qu'elle protège. Peut-être une peur ancienne. Peut-être une identité épuisée. Peut-être le dernier fragment d'un personnage qui sait qu'il ne survivra pas longtemps sans public. Car disparaître, au fond, n'a jamais été le véritable sujet. Le véritable sujet est plus grave. Il s'agit de savoir combien de temps un être peut rester visible partout, sauf à lui-même. Et combien de bruit il lui faudra encore aimer avant d'oser entendre ce que son propre silence savait depuis le début.